Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, avant-dernier épisode de la saison, puisque aujourd'hui au programme, le débrief des demi-finales du CFP et preview de la finale nationale. Et aujourd'hui, ils me font l'honneur d'être à ma côté une fois de plus. C'est Maxence et c'est Robin. Je tiens tout d'abord à remercier Robin d'être parmi nous. Ça va pas être facile pour lui, mais en tout cas, il est là. On va débriefer en long et en large en travers ces deux finales. Salut Robin, salut Maxence, comment allez-vous? Robin, je te pose pas la question, mais Maxence, comment vas-tu déjà? Ça va pas bien. Ok, je t'ajoute là. Matt Lafleur a ruiné mon week-end en NFL. Voilà. Bon, ça va, toi, tu t'es pas fait ruiner ta saison entière. Bah si, un peu aussi en NFL aussi, mais Tu bon, c'est vois, la tu, tu NFL. veux, tu veux qu'on fasse le concours de qui souffre le Alors, plus? là, j'imagine qu'il faudrait trouver un fan d'Oregon et des Packers. Et là, Ah je pense ouais. que c'est vraiment le week-end le Ah, plus son horrible. week-end. Est-ce qu'il est allé au travail lundi? Ah, C'est ça sinon, la vraie Val, question. Val, en soi, Val, c'est un peu ça, hein, Ole Miss et Green Ouais. Bay. Ah, c'est sûr, en fait, c'est vrai qu'on parle de Oui, nous, mais voilà, en fait, c'est après Val qui a Green pas ça. Bay, comment dire, Valentin Holmis, on en parlera, mais ils ont été un peu plus, ils ont Combatif. eu un combatif, c'est ça. Mais moi, c'est vrai que je sais pas, là, Baptiste, tu me remercies d'être là. Je me souviens l'année dernière, j'étais là, après le Rose Bowl, et j'avais dit les mêmes choses que je vais dire cette année. Bah, voilà, donc écoutez J'étais l'épisode là, de l'année dernière sur le Gandalf. Rose Bowl. Voilà. J'étais là. Mais voilà. Oh non, Voilà, non, c'est pas les mêmes raisons. c'est pas les mêmes raisons. Mais non, voilà, un peu de 2 années d'affilée où tu te fais Mm. humilier en antenne nationale et où à 3 jeux, au bout de 3 jeux dans le match, je me fais déjà envoyer des messages de la part de mes potes en mode ah ah. Donc voilà. Des super potes, après tout. Quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin de fans de Washington hein, Ah dans ta non, mais connaissance. là, Hein. c'est Hein. mes potes d'Ohio State. Mais quelle horreur. Hmm. Ah, ils peuvent pas trop l'ouvrir, ceci dit, les fans des Buckeyes, hein, parce que bon, bref. Et ben, on va commencer par. On va pas commencer par Oregon, on va commencer par le premier match qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était Ole Miss contre Miami, pardon. Un match hyper serré, un match de très haut niveau, un match qui s'est joué dans les derniers instants. Victoire de Miami qui va en finale nationale. Un petit peu cette affiche de finale nationale, je pense que pas grand monde aurait misé un copec en début d'année sur tout ça, mais toujours est-il qu'on va se retrouver avec un Miami Indiana. Alors, c'était le match le plus serré, c'était le match le plus intéressant en termes de dramaturgie. Qu'est-ce qui vous a impressionné dans ce match-là? Est-ce que c'est la résilience de Miami qui va chercher ce match-là avec les tripes, ou alors c'est finalement aussi cette équipe d'Ole Miss qui a jamais lâché? Moi, j'ai trouvé que c'était un super match entre deux belles équipes de college football, et l'une comme l'autre, finalement, aurait presque mérité cette place en finale. L'écart entre les deux était quand même hyper minime. Trinidad Chambly, encore extraordinaire du côté de Ole Miss. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Est-ce que Miami fait un beau finaliste? C'est la performance de l'attaque d'Ole Miss, mine de rien, contre la défense de Miami. Miami qui avait encaissé très peu de points dans ses playoffs jusqu'à présent. Et Ole Miss a vraiment fait déjouer cette équipe de Miami en défense. Et la performance après des deux quarterbacks, je trouve que Carson Beck et Trinidad Chambly ont tous les deux fait une très très grosse performance. Et ce dernier quart-temps, c'était vraiment un mano à mano ultra passionnant à suivre. Avec deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. C'était quel match qu'on disait que c'était le meilleur match de. C'était le Ole Miss Georgia, Ah, mais Georgia, juste avant, hein, en quart. juste avant. Et là, bon, on a un nouveau, un nouveau candidat au match de l'année. En tout cas, il y avait vraiment tous les ingrédients qui étaient remplis. On avait un peu peur du match où la défense de Miami lock complètement l'attaque d'Ole Miss, mais cette équipe d'Ole Miss a des ressources. Et Trinidad Chambly, c'est vraiment un quarterback vraiment spécial, franchement. Et franchement, c'était un match très plaisant. On retiendra, ouais, comme tu dis, la résilience de Miami qui repasse devant en toute fin de match sur un dernier drive parfait, tout simplement parfait. Et ce Hail Mary tentative finale qui a fait débat, mais voilà, Miami qui va en finale nationale, Miami qui survit à la saison régulière, repêché et qui sur ces playoffs est la deuxième meilleure équipe de ce mois de janvier et donc qui ira jouer le match à Miami pour cette finale nationale. Non, franchement, ouais, je retiendrai surtout ouais, voilà, cette attaque d'Ole Miss qui a répondu présent et ce dernier carton surtout. Robin, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match-là?
Mais moi, c'est vrai que je retiens le dernier drive de Miami. C'est d'une grande. Je pense que c'est la marque des bonnes équipes de faire des drives comme cela. Notamment quand tu vois que Ole Miss marque avec 2 minutes 30 ou quelque chose comme ça sur le chrono. À ce moment-là, en fait, je me suis dit, et je pense que beaucoup de gens se sont dit, OK, Miami est sorti et ça va en finale nationale pour Ole Miss et la belle histoire continue. Malheureusement, enfin pas malheureusement, malheureusement pour Ole Miss et bien heureusement pour Miami, c'est qu'il y a un précédent à avoir un quarterback qui a de l'expérience comme Carson Beck. Et là, je vais encore revenir sur l'expérience. C'est que quand tu as un quarterback comme Carson Beck, qui, on en pense ce qu'on veut, et moi je ne suis pas son plus grand fan, un mec qui arrive à être calme à ce moment-là du match, à ce moment-là d'avancer dans la compétition des playoffs, c'est quand même assez important. Donc, tu as Miami qui fait, Carson Beck avec l'expérience, et on a également Tony, le receveur slash athlète de Miami, qui nous fait vraiment, mais une super, 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 des super catchs, voilà, il avance la balle au bon moment. Et donc, cette équipe de Miami, je trouve qu'elle est super bien construite, à la fois avec des joueurs d'expérience, à la fois avec des freshmen qui sont extrêmement bons. Et ça nous donne un drive très, très bien réussi de la part de Miami. Donc, Miami, leur défense, elle a un peu moins tenu que ce que j'aurais espéré. Franchement, je pensais que Ole Miss allait marquer moins de points que ça. Mais là, Miami se retrouve avec un beau chemin quand même pour les playoffs, parce que, pendant ces playoffs, parce qu'ils ont quand même battu Texas A&M, qui n'est pas une équipe facile à battre, 10-3, un peu compliqué. Après, ils ont été remporter le match face à Ohio State à l'extérieur. C'était en terrain neutre, mais quand Ohio State avait l'avantage d'avoir un bye week ou l'inconvénient, 24-14. Et là, Ole Miss, et après, s'ils gagnent, ils peuvent se faire Indiana. L'avantage pour Miami, c'est qu'ils seront à la maison, on en parlera, hein, mais le titre va se jouer du côté du Hard Rock Stadium. Donc, clairement, le parcours de Miami, et comme l'avait dit Maxence, c'est que c'était pas la meilleure équipe de la saison régulière. Et moi, je trouve que c'est dommage de couronner une équipe comme Miami, qui n'est pas la meilleure équipe de la saison régulière, comme champion national. Parce qu'est-ce que tu peux vraiment dire qu'au final, c'est un champion national si c'est pas la meilleure équipe de l'année? Mais en fait, c'est clairement une des meilleures équipes des playoffs avec Indiana. Ils sont plutôt bien coachés, à voir ce qu'ils font avec les pénalités. Il y a quand même eu, il me semble, beaucoup de pénalités, si j'arrive à m'en souvenir. Ils se sont fait un peu peur. Voilà, 10 pénalités, 74 yards, c'est quand même énorme. Contre une équipe d'Indiana, ça ne passera pas, clairement. Donc, à voir s'ils arrivent à nettoyer sur leur pénalité. Et les grosses clés du match également, ça a été la capacité de Miami à convertir en fait les tentatives qui sont importantes. Notamment, ils sont à 11 sur 19 en troisième tentative, alors que Ole Miss, de l'autre côté, ils sont à 2 sur 10. Donc 11 sur 19, c'est un très, 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 très bon pourcentage en troisième tentative, plus haut que leur moyenne de saison. Et également 2 sur 2 en quatrième. Ça permet de convertir, de garder la possession de la balle, qu'ils ont possédé 40 minutes, 41 minutes. Ça, c'est une vraie différence, parce que du coup, ton attaque, elle a plus de temps. La défense d'Ole Miss, elle est fatiguée. En plus, elle a du mal à plaquer. Donc, je pense que c'est une belle victoire de Miami. Et pour revenir sur le Hail Mary à la fin, pour moi, le Hail Mary à la fin, il est pas réellement. Il n'y a pas d'interférence, c'est sûr. En revanche, dans cette partie à ce moment-là du match, un Hail Mary, tu le sais très bien, tout le monde se bouge, c'est jamais sifflé. C'est que ça aurait été dans le quatrième quart-temps, dans le troisième quart-temps, ou peu importe, pas sur un Hail Mary, c'est sifflé tous les jours. Mais là, Hail Mary dans la end zone, il y a tout le monde qui reste au même endroit, c'est jamais sifflé. Donc, belle victoire de Miami. J'ai cru que Ole Miss allait pouvoir arriver à continuer la belle histoire. Malheureusement, je pense qu'ils ont un peu manqué de jeu à la course. Le jeu à la course, Kieran Lacey s'est blessé. Kewan Lacey, pardon, s'est blessé. À part une course de 75 yards ou 80 yards, il n'a pas fait grand-chose.
Donc ça a été Je compliqué. sentais Il qu'il y a était eu un un petit retard, peu diminué. et puis il y a eu un retard à l'allumage du côté d'Ole Miss. Mm. Le premier Oui. quart-temps, ils sont à moins 3 yards, ils ont du mal à démarrer le match. Mais ensuite, il y a ces éclairs de génie. Il y a eu Kewan Lacey, il y a eu Trinidad Chamblis, il y a aussi eu le pied de Lucas Carneiro qui les a Ouais. longtemps gardés dans le match. Quel Mais en kicker, face, quel ouais, kicker. quel putain, kicker. moi je Il en le a veux là. manqué un, mais Euh, il est Ouais, vraiment bon. mais c'est bon là. Moi, ça me plaît là, ce genre de kicker là qui s'est fait des field calls là de loin. Là. Allez, non, je dis ça parce que bon, ça va sûrement être un kicker très demandé au mois d'avril s'il se présente parce qu'il est junior. Mais ouais, non. D'un côté, on a eu Miami qui était en contrôle de la cloque, contrôle du match, et Ole Miss avec des éclairs de génie, avec des points marqués de très loin, que ce soit en field goal ou de très très longues actions, qui restent dans le match, qui auraient pu l'emporter, mais voilà, Miami a vaincu un peu ces vieux démons de ces fins de match, pas toujours bien gérés sous Mario Cristobal. Et là, on peut rien leur redire, la victoire est tout à fait méritée. Est-ce que, voilà, Robin a mentionné le Hail Mary de fin du match. Est-ce que tu penses que c'est un fait de jeu important ou comme Robin et comme moi d'ailleurs, je le pense, un Hail Mary à ce moment-là du match, tu sais jamais, à part défoncer, Oui, défoncer en fait, le joueur c'est adverse, triste tu parce que sais. ça devrait tout le temps être sifflé. Mais bon, on le sait que voilà, c'est comme ça. Il y a 40 000 fautes dans l'action. Bon, c'est comme ça. Les gars d'Ole Miss peuvent s'estimer lésés et ils auront raison, mais malheureusement, les Hail Mary sont arbitrés comme ça depuis la nuit des temps et ils changeront pas. Et les fans, alors les fans de Miami des Hurricanes se souviendront d'un fait de jeu. Alors c'était en saison 2015 ou 2016, je sais plus contre Duke. Je crois que c'est 2015 contre Duke, où Duke marque un touchdown à la dernière seconde. Attends, c'est Miami ou c'est Duke qui marque? J'arrive plus à me souvenir. Enfin, c'était à Miami Duke et sur une dernière action, il y a 150 passes latérales et il y a des blocs dans le dos de C'est partout pas Duke? et c'est Duke, ouais, c'est ça, c'est Duke et C'est Duke pas que finit c'est par Duke, hein. marquer. Duke finit par marquer, mais il y avait des fautes de partout. Les arbitres n'ont rien sifflé du tout. Il y a eu un communiqué dans la semaine après qui a suivi en disant oui, on s'est un peu planté. Oui, tu m'étonnes. Donc voilà, donc effectivement, hein, ces arbitrages sur les dernières actions, c'est souvent un petit peu rock'n'roll. Moi, ce match, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais pendant longtemps, je me suis dit Miami va paumer. Miami va paumer parce que les DB, là, il y a 4 C'était interceptions qui Miami, sont dans leurs pardon, mains. qui avait Ah, c'est marqué. Miami qui avait. Ouais, Ouais, c'est ça. J'avais un je doute. viens de vérifier. En 2015 ou en 2016? C'était en 2015, 31 octobre 2015. 2015. Ah, c'est ça. Ça va faire 11 ans. Ouais, je suis tellement vieux. Et donc, pour revenir à 2026, je ne sais pas si vous avez donné cette impression-là. Il y a eu plein on va dire, de moments un peu loupés de la part de la défense de Miami. Il y a eu au moins, je dirais, 3 ou 4 drops de DB sur des passes de Chamblis où tu te dis ça pourrait partir en interception. Et en fait, je me suis dit, oh putain, les étoiles s'alignent pour Ole Miss. Il y a tout qui tourne dans leur bon côté. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à trouver les bons stops défensivement au bon moment. Mais moi, je veux quand même vraiment tirer mon chapeau à cette équipe d'Ole Miss qui fait une saison absolument extraordinaire avec les péripéties qu'on a sur cette fin de saison. Il ne faut pas l'oublier, ils ont quand même perdu leur head coach, etc. Enfin, moi, je me suis dit, ça va péter un moment, ça va exploser, machin. Et en fait, finalement, ils n'ont jamais vraiment implosé. Et vraiment, cette équipe d'Ole Miss, elle méritait vraiment peut-être mieux sur ce match-là. Mais parce que j'ai parlé de résilience pour Miami, mais quelle résilience cette équipe d'Ole Miss, hein, vraiment, vraiment incroyable. Tu perds ton head coach, tu arrives quand même à te qualifier pour les demi-finales, tu passes à rien de jouer la finale nationale. Voilà, chapeau bas. Je suis un petit peu triste quand même de ne plus voir Trinidad Chamblis en college football. Oui. Parce que bon, a priori, alors la news est tombée en début de semaine. Trinidad Chamblis ne pourra pas avoir une 6e saison en universitaire, ou 6e saison universitaire. Il avait demandé une exception pour une année supplémentaire, ça a été refusé. Il y a un appel qui va être fait. Pendant ce temps-là, Ole Miss a recruté Deuce Knight, le quarterback l'ancien quarterback d'Auburn. Qui est un freshman, donc ouais. c'est possible que quand même que Chamblis puisse revenir et que Knight soit sur le banc, mais oui, effectivement, ça a été refusé pour Chamblis. Qu'est-ce que j'aurais aimé d'avoir Chamblis une année supplémentaire. Ouais, après,
Je pense qu'il a une bonne cote pour la draft, donc il est pas perdu non plus, tu vois? Le fait qu'il soit obligé de graduate, et de se présenter à la draft n'est pas non plus quelque chose de négatif pour lui parce que je pense qu'il a suffisamment rempli sa cote pour être sélectionné en NFL. Mais c'est sûr que pour les fans de college football, on aurait bien aimé le voir une année de plus avec cette équipe d'Ole Miss. Bon, c'est comme Même ça. pour son compte en banque, hein, parce que là, très clairement, hein, vu les chiffres qui tombent pour les quarterbacks, mieux vaut être Oui, quarterback college football que drafté deuxième ou même à partir du troisième tour, à mon avis, les contrats sont moins intéressants en oui, c'est NFL vrai. que CFB sur un an. Donc, bon, voilà. Euh, Mais on Rob, verra l'appel parce que c'est pour une histoire qu'il y a la saison 2022 qu'il n'avait ouais. pas pu jouer à cause d'un problème médical aux amygdales, je crois. C'est un truc comme ça. S'était fait opérer, etc. Et sauf qu'il avait déjà eu une redshirt auparavant et voulait faire Tout à passer cette fait. année-là de 2022 en redshirt médical, mais alors pas par coutumance, mais un peu genre a posteriori. Mais ça n'a pas été accepté par la NCAA. On verra si l'appel rétoque la décision de la NCAA. Parce que on se souvient que Pavia avait été parti un peu Ouais, mais en guerre Pavia, contre c'était NCAA, mais c'était différent. tout à fait. C'est que j'allais dire, Parce qu'il a c'était de la joué, JUCO. il a joué en JUCO et Pavia disait oui, mais Mm. les années en JUCO ne devraient pas compter comme année en NCAA, quoi. Sauf que Chamblis, lui, il n'arrive pas de JUCO, il arrive de Division 2, donc c'est géré par la NCAA aussi. Tout à fait. Donc c'est effectivement pas la même chose. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que on a tellement envie de garder ces joueurs-là qui sont Oui, tellement explosifs. Et puis encore une fois, il n'était pas censé être titulaire en début de saison, hein, Trinidad c'était Austin Chambly. Simmons. Austin Simmons, ouais, qui était censé être le Et titulaire, ouais, qui s'est blessé. et c'était quand même des belles histoires et qui font l'histoire du college football, des petites histoires qui font les grandes histoires, j'ai envie de dire. Et voilà, on est un petit peu triste de le voir partir, mais on aura en tout cas les souvenirs de cette saison-là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On a beaucoup parlé. Enfin, pareil, je vais quand même donner aussi voilà, quel match, encore une fois, quelle performance de Malakai Tony. Quel joueur c'est, quel true freshman c'est quand même extraordinaire. C'est lui qui va forcer la décision en remettant un touchdown dans le quatrième quart-temps. Mais J'ai envie de waouh, faire une comparaison avec Jeremiah waouh. Smith, si vous me permettez. Je Moi, tu peux, trouve, je pense. alors c'est différent, c'est pas le même type de joueur, mais l'importance dans un run de championnat de la part de ces deux receveurs freshman, franchement, Malakai Tony, il nous sort des phases finales de zinzin. Hein. Enfin, c'est vraiment, il est au centre de toute l'attaque de Miami. Avec Mark Fletcher aussi, qui mérite également de recevoir des fleurs parce que lui aussi, il enchaîne les matchs à plus de 100 yards là en ce moment. Euh, ou presque, puisqu'il a fait 90 contre Ohio State. Mais ouais, non, Malakai Tony, quel joueur. Et dire que ce mec n'aurait pas dû être en NCAA cette année, hein, puisque on rappelle, il a été reclassé. Parce qu'à la base, il aurait dû être au lycée cette saison et arriver que maintenant à Miami. Donc ouais, non, franchement, ce joueur est impressionnant. C'est vraiment un joueur frisson par excellence, je trouve. Dès qu'il a la balle dans les mains, il crée quelque chose. C'est un bowler, quoi. C'est vraiment hâte de voir la suite de sa carrière universitaire et puis plus encore. Mais ouais, Malakai Tony, clairement le game changer côté Miami. Avant de passer à l'autre demi-finale, je vais parler un petit peu, on va faire un petit peu du clic, on va faire un petit peu du buzz. Vas-y. Troisième année de suite, on n'a pas d'équipe de la SEC en finale. Ah, Baptiste, tu es taquin, Baptiste. Ouais, Baptiste, t'as raison, vas-y. Ouais, je Attends, balance les boss, Baptiste, moi. tu dirais que le fait que tout le monde peut payer les joueurs maintenant, ça fait que la SEC peut plus dominer? Alors, pour ceux qui suivent un petit peu de loin, donc effectivement, troisième saison de suite où la SEC n'a aucune équipe en finale nationale, Ça c'était fait plus arrivé depuis depuis les débuts des années ouais, 2000. C'est une début années éternité, 2000, je veux ouais. dire, dans le monde du college football. Est-ce que c'est une anomalie, j'ai envie de dire, ou c'est quand même une tendance de fond? Est-ce que un an, ça peut être dire, bah, ça peut arriver, 2 ans, tu dis, quand même, et 3 ans, tu dis, il y a quand même des signes qui sont là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que alors, on va dire que le MIS passe pas si loin que ça, mais toujours est-il que factuellement, ça fait 3 années de suite où il n'y a pas d'équipe de la SEC. Est-ce que c'est la SEC qui rentre dans le rang ou est-ce que c'est les autres conférences qui sont peut-être meilleures? Je parle notamment de la Big Ten, quoi. Est-ce que ça fait 3 ans que la meilleure équipe de l'année est tout simplement pas une équipe de la SEC?
Oui, Ah bah parce si, je que pense, largement. Donc au final, tu c'est peux pas justifier que illogique qu'on retrouve aucune équipe de SEC en finale, puisque oui, la SEC, je pense, le niveau moyen est assez élevé, mais les top teams de la SEC ne sont plus les top teams du pays. moi, je pense qu'il y a aussi deux choses. Il y a aussi le fait qu'avant, dans la sélection avec 4 équipes, tu avais souvent 2 ou on va dire 2 équipes de la SEC. Donc, tu as 50 du field qui est rempli par ça. Ils ont juste à gagner 2 matchs. Et donc, avant, tu avais, je sais pas, par exemple, le premier et le quatrième ou le premier et le troisième qui étaient sélectionnés. Et forcément, ils avaient juste à gagner un match pour se retrouver en finale, qui gagne ou qui gagne pas. Ou des fois, ils se retrouvaient tous les deux en finale. Et je pense que là, le fait qu'il y ait plus d'équipes, il faut gagner plus de matchs pour la SEC. Et forcément, bah, ça se traduit par la SEC même si elle est tout aussi sélectionnée, hein, parce que c'est 7 équipes de la SEC cette année, où il me semble, 5 équipes, 5. pardon, 5 équipes. Et ben en fait, derrière, ils sont plus en majorité, alors qu'avant, il y avait 50%. Maintenant, tu te retrouves avec 35% ou 33%, peu importe. Donc, Et puis elles se bouffent aussi un peu entre elles, puisqu'on a quand même eu Ole Miss qui a éliminé Georgia, Bama qui a éliminé Oklahoma, Après, etc. tu peux dire que aussi les seules victoires sur ces Également. CFP d'une équipe de la SEC, c'est contre une équipe de la SEC. Alors, je mets Tulane Également. de côté, alors, je fais un peu les stats comme j'ai envie de les faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, bah, disons, tu Après, peux dire que la seule équipe de la SEC contre notre conférence en playoff, c'était contre Tulane, qui est une équipe de Group of Five. Après, je parle aussi de ça parce que, alors moi, je trouve que les résultats des bowls, ça veut un peu rien dire, tout dire et rien dire à la fois. Mais en plus de ces résultats de SEC au CFP, on a aussi des résultats de la SEC dans les bowls de fin d'année qui sont quand même pas bons du tout. Et en fait, je me dis quand même, on en a quand même beaucoup discuté à l'interne du podcast et les Val et compagnie, enfin tout ça, tous ceux qui ont des comptes sur les programmes de la SEC n'étaient pas d'accord avec notre état de fait, mais moi, je trouve quand même qu'il y a une espèce de redistribution des cartes Oui. entre, on va dire, une vingtaine de programmes, peu importe les conférences finalement, qui ont une puissance financière importante. Et je pense qu'il y a un paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est ça, c'est que, voilà, sans faire de la géopolitique pour les nuls rapidos, il y a quand même plus de pognon au nord des États-Unis qu'il y en a au sud. Les États du sud des États-Unis, type Alabama, Mississippi, etc., c'est quand même des États hyper. L'Arkansas, c'est quand même des États hyper pauvres au niveau des États-Unis. Alors, je mettrais du côté de Texas parce qu'il y a souvent l'argent du pétrole, etc., et c'est des États où l'argent coule à flot comme Mais les barils de pétrole. au Texas, l'argent est séparé parce qu'il y a énormément d'universités. Oui, mais tu vois, Ça, l'université du Texas et Texas A&M, il y a énormément d'alumni et ça je ne se me fais plaide pas un du peu souci aussi. pour eux. Mais tu vois, des programmes contre Alabama, Auburn, même LSU, tu vois, il y a quand même, je pense, moins de pognon que certains programmes du nord des États-Unis qui sont bah voilà, dans des régions plus riches de manière globale et que je pense que ça a quand même tendance à se voir parce que on va dire que Miami, c'est une fac privée avec énormément de donneurs qui ont quand même énormément de pognon. C'est une des facs les plus actives sur le marché des transferts en termes de financement. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher Carson Beck pour très cher. Là, ils ont fait une offre à 6,5 millions pour Ty Simpson, le quarterback d'Alabama. Alors, a priori, qui va partir quand même en NFL. On avait Oregon, qui a la puissance financière de Nike derrière eux. On avait Texas Tech qui a Campbell, un milliardaire derrière eux. Enfin, vous voyez, les signes, enfin, je veux dire, les signes sont là que il y a quand même un shift au niveau des Maintenant que programmes les qui se équipes solidifient. peuvent dépenser, effectivement, elles arrivent à rattraper les grands programmes de la SEC. Et le fait que bah, tu as le portail des transferts qui te permet chaque année d'aller récupérer des joueurs à coup de pognon, bah, ça te permet de concurrencer les programmes qui, eux, se basent plutôt sur des très très gros recrutements lycéens. Même si, maintenant les gros programmes aussi font les deux, hein. Ils font des très gros portails et des très gros recrutements lycéens. Après, si tu veux 3 finales sans la SEC, en 2023, on a une finale entre Michigan et Washington. Michigan élimine Alabama et Michigan, à ce moment-là, est la meilleure équipe du pays. Donc c'était pas non plus, une surprise, on va dire. L'année dernière, heu, la meilleure équipe du pays, c'était pas une équipe Oregon, de la SEC, c'était c'était Oregon. Oregon en saison régulière et en bien playoff, sûr. Ohio Ohio State. State. Et là, cette C'est année, clair. est-ce que tu peux me dire dans les yeux que Ole Miss était la meilleure équipe des playoffs? Non, donc la SEC
C'est pas non plus, voilà, c'est une année où, bah oui, ok, ils ont eu des gros programmes, ils ont eu des grosses saisons, encore une fois. Georgia était quand même très fort, Alabama, ça a été, etc. Mais la meilleure équipe du pays n'est plus en sec, et ça fait 3 saisons de suite. Rob, ton avis là-dessus? Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi notamment sur le portail des transferts. Tu as bien raison, l'argent est plus du côté de la SEC. Peut-être qu'avant, la SEC jouait de son côté. Honnêtement, je pense que beaucoup de programmes, notamment comme USC, ça avait été, je sais plus quel joueur, c'était un joueur qui était passé par USC qui avait dit qu'il avait reçu de l'argent de USC bien avant la NIL. Reggie Bush, C'était Reggie Bush? qui a perdu un Heisman à cause de Oui, ça. non, mais c'est Reggie Bush? Bush. Mais Reggie Bush, c'est parce qu'il avait. C'était pas l'université de Miami, il me semble. Enfin, c'est pas l'université de USC qui l'avait payé directement, mais. Enfin, voilà, mais en fait, il y a toujours des sujets. Je pense que maintenant que tous les équipes peuvent payer, bah forcément, tu as un nivellement par le haut ou par le bas, parce que les talents, on voit là, là Les sur le portail talents, des transferts, oui, ils il y a des spread. mecs qui s'en vont, des 4 étoiles qui s'en vont de partout. Tu as des 5 étoiles, des receveurs 5 étoiles à Ohio State qui s'en vont parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu. Ça te crée, bon, il y a plein d'autres sujets, évidemment, hein. Je comprends les départs de coach, etc. Mais par exemple, à Oregon, cette année, ils ont une quinzaine, voire bientôt 20 joueurs sur le portail des transferts. C'est que des 4 étoiles. C'est que des 4 étoiles parce que ils veulent du temps de jeu et ils savent qu'ils peuvent prendre un 500 000 dans Ça. tel programme. Avant, Voilà. avant, tu avais ton recrutement lycéen, c'est ta base, et c'était tout ce que ça faisait vraiment tout. Et tes mecs, ils restaient tout le long. Maintenant, bah voilà, t'as besoin d'un nouveau QB. Bon, bah tu regardes ce qu'il y a sur le marché des transferts et tu vas récupérer ton petit QB senior qui a de l'expérience, qui connaît le jeu, etc. Et donc ouais, voilà, le talent se diffuse partout. Mmh. Et une espèce de ruissellement un peu aussi qui permet à des équipes qui n'étaient pas forcément fortes cette année, et l'année d'après, d'avoir une très bonne équipe parce qu'ils ont récupéré tous les très bons mecs impatients Oui. de jouer et de montrer leur valeur et qui vont d'un coup augmenter la valeur de ton équipe. Et Ah donc, bah, bah, les oui. top teams ne peuvent plus garder les freshmen sophomores monstrueux pendant 2-3 ans. Bah, elles sont obligées de ou les faire jouer ou bah, de les voir partir. Ouais, et ça, tu vois, la construction d'une équipe, quand on va parler d'Indiana, Ah bon, bah, Indiana, sur le portail, ils sont très très bien renforcés, avec notamment des joueurs de James Madison, même si ce pas des superstars, ils sont bien renforcés avec de l'expérience, et des équipes qui ont de l'expérience, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on revienne, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est l'expérience qu'il faut dans ces playoffs. Quand tu as des saisons à 17 matchs, il te faut que ton corps il soit un corps beaucoup plus formés que des corps de mecs qui ont 17, 18, 19 ans, et que tu n'as que quelques freshmen, Tony, Jeremiah Smith, etc., qui performent, mais sinon, la plupart des gars qui se montent sur le devant de la scène dans ces playoffs, et ben, c'est des gars qui ont 4 ans, 5 ans d'expérience. On voit Mendoza, 5 ans d'expérience. Carson Bank, pareil, 4 à 5 ans d'expérience. Trinidad Chambliss, 5 ans d'expérience aussi. Tu me cites n'importe quel joueur qui performe bien dans ces playoffs actuellement, c'est des mecs qui ont 5 ans d'expérience. Ou 2-3 freshmen par-ci par-là. Et je pense que la différence aussi avec la SEC, c'est que la SEC a moins de joueurs d'expérience. Ils ont plus des recrues. La SEC recrute toujours bien mieux au lycée. ce qu'on disait un peu cette année, les QB en sec, il y avait une espèce de. Un turnover un peu avec beaucoup de jeunes QB ou de QB qui n'ont pas forcément fait encore trop leurs preuves, qui étaient là, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que cette expérience, c'est que la SEC recrute mieux au lycée, mais sur le portail des transferts, ils recrutent moins bien. Parce qu'ils ont moins d'argent à mettre. Et c'est qu'au lycée, c'est un peu plus facile de dire je suis à l'Alabama, tu vas avoir des bagues, tu vas avoir un peu d'argent, etc. Que quand tu es sur le portail des transferts, un mec qui dit ok, moi je veux 6 millions, là, Alabama peut plus compétitionner, tu vois. Et voilà, moi, ça, c'est mon avis. Et je dirais qu'ils recrutent très bien au lycée, mais du coup, ils perdent de meilleurs joueurs qu'ils ne peuvent en récupérer. Oui. Parce que les top joueurs sur le portail, c'est des sophomores, 5 étoiles, qui n'ont pas de temps de jeu à Bama ou autres, qui du coup partent, mais du coup, tu peux pas les récupérer parce qu'ils partent de chez toi. Oui, c'est ça. Et donc voilà, moi, ça, c'est un peu mon avis sur la partie expérientielle, et que
Pourquoi la SEC est un peu en dessous, c'est que sur le portail des transferts, l'argent est mieux et pour récupérer des joueurs d'expérience, c'est pour ça que tu es meilleur. Et ils auront en saison régulière toujours les 5, 6, 7 places qu'on va donner à la SEC parce que ça s'appelle la SEC et que si tu prends un résumé où tu enlèves le nom des équipes et que tu mets juste le bilan, il n'y a pas autant d'équipes de la Encore SEC une qui disputent. fois, on dit pas que la SEC a disparu, que la SEC c'est Ah non, pas fini. du tout. Non, non, Au non. contraire. Ils reviendront en finale, vous inquiétez pas, et on aura peut-être des finales 100% SEC. C'est juste que maintenant, les autres conférences les regardent dans les yeux. Et donc, du coup, comme on a plus des longs playoffs où tu as besoin de gagner plusieurs matchs pour aller en finale, voilà, on va avoir des cas de figure où la SEC n'aura aucune équipe en finale. Mais il y aura des années où ce sera la Big Ten qui n'en aura aucune. Voilà. Oui, c'est ça. Et ça sera peut-être moins dominé comme ça a pu être les précédentes années. Ouais. Mm. En tout cas, maintenant, Oui, c'est puis la Big. comme dit Robin, en plus, ça récompense la meilleure équipe du mois de janvier et pas celle de la saison régulière. Donc, tu peux toujours avoir des surprises, des équipes qui remontent le bracket, etc., etc. L'identité des équipes en finale nationale, je pense, va être beaucoup plus volatile. Et je pense qu'on va moins retrouver tout le temps les mêmes duels comme on avait à l'époque. On avait un Clemson-Alabama tous les ans. Parce que maintenant, tu as beaucoup plus de matchs à gagner, c'est beaucoup plus long. Et gagner un match pour aller en finale et en gagner deux, c'est différent. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu l'effet inverse que j'aurais pu penser au départ, mais bon, tant mieux pour les affiches. Puisque la deuxième équipe pour qualifier pour la finale nationale, c'est ni plus ni moins qu'Indiana, les Hoosiers qui ont écrasé, j'ai envie de dire, les Canards d'Oregon, victoire 56-22, après notamment un début de match tonitruant. Il y a eu match. Il n'y a pas eu match sans avoir, tout en ayant match, c'est assez bizarre parce qu'on a donné, Indiana a donné l'impression de rouler complètement sur Oregon, mais on s'est senti les Ducks un petit peu paralysés par l'enjeu, avec notamment Dante Moore quand même en grande souffrance. Rob, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Est-ce que ça remet en cause aussi, question suivie hier, le départ de Dante Moore pour la draft? Parce que c'est vrai que ce match-là, on a parlé de stock à la draft avec Trinidad Chamblis. Il y en a un qui a quand même pris un sacré coup, c'est Dante Moore. Ton ressenti en tant que fan des Ducks, est-ce que la déception est plus grande, moins grande, différente que le Rose Bowl l'année dernière contre Ohio State? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Alors, déjà, c'est vrai que il y a un an jour pour jour, presque, j'étais en train d'avoir le même discours parce que Oregon s'était fait humilier en antenne nationale. C'est la deuxième année d'affilée, mais au moins une étape avait été passée. Oregon s'était fait sortir au premier tour des playoffs. Là, ils en ont passé, plutôt, s'étaient fait sortir en quart de finale, mais à leur premier match joué, là, ils ont réussi à gagner deux matchs. Ils se font sortir en demi-finale par arguablement la meilleure équipe du collège football sur les 5 dernières années. Moi, je suis à la fois... En fait, ça m'a moins brisé le cœur que l'année dernière, puisque je pensais que la fenêtre d'Oregon était l'année dernière. Il y avait Dylan Gabriel avec beaucoup d'expérience, tu avais tes joueurs défensifs qui avaient pas mal d'expérience aussi, des receveurs, des running backs, etc. Et tu te retrouvais avec une équipe qui, Oregon était une des équipes avec le plus d'expérience l'année dernière. Cette année, Oregon est l'équipe avec le plus de joueurs freshmen qui ont marqué de points. Quand tu vois les touchdowns, tu as 15 touchdowns qui sont marqués par Jordan Davison, le running back true freshman. Tu en as quelques-uns qui sont marqués par Dakorian Moore également, le receveur. Et tu te rends compte que je crois que la statistique, c'était 60% des points d'Oregon ont été marqués par des true freshmen. Tu passes d'une équipe l'année dernière qui, moi, honnêtement, ça m'a brisé le cœur la défaite contre Ohio State parce que je savais que c'était l'année. C'était l'année pour gagner. Et là, cette année, je me suis dit, c'est un peu une reconstruction. Déjà, en début d'année, je n'étais pas forcément favori sur Oregon en termes de titres, etc. J'avais plutôt Penn State et Texas comme beaucoup de monde, mais cette année, je m'attendais aussi à perdre contre Indiana. C'est ça aussi la différence, alors que contre Ohio State, je ne m'attendais pas à prendre une rouste comme celle-là. Je ne m'attendais pas non plus à prendre une rouste contre Indiana, mais je savais déjà qu'il y avait très peu de chances que... Enfin voilà, c'était un peu... ça fait bizarre de dire ça, mais David contre Goliath cette année. Et que Oregon soit David et pas Goliath. Là, ici,
je vous l'avais dit en off, mais c'est un match qui est. J'ai vraiment un avis qui est compliqué à décrire, puisque Oregon n'a pas été ridicule sur le match si tu enlèves 4 jeux. Le score et ce que tu vois, ce que tout le monde te dit sur les médias, c'était Indiana a démantelé Oregon, Indiana a humilié Oregon, Oregon s'est fait caca dessus, etc. Ça a été le cas pour Dante Moore qui était pas bon du tout. Mais j'ai re-regardé le match, tu enlèves 4 jeux à Oregon, hein, donc Oregon en attaque avec une interception sur le premier jeu qui est remonté pour un pick six. Tu l'enlèves, c'était déjà pas en train de courir après le score, sachant que le drive d'après, tu fais 12 jeux, 75 yards, touchdown, pour revenir à 7-7. Et c'était un peu un statement, un bon bounce back pour l'équipe. Mais après, tu es toujours en train de courir derrière le score. Bref, t'enlèves ce pick six, t'enlèves le fumble qui se passe au 3e drive, en fait, au 4e drive, où il y avait 14-7 à ce moment-là. Il y a fumble en red zone dans les 10 derniers yards. Tu donnes 4 jeux pour faire 10 yards à Indiana pour marquer, donc tu leur redonnes 7 points. Il y a un nouveau fumble qui est fait par Dante Moore, cette fois-ci encore une fois, dans les 10 derniers yards. Et ensuite, il y a un punt bloqué, encore une fois, dans les 10 derniers yards. C'est-à-dire que tu donnes 4 possessions à Indiana où ils ont 10 yards à faire. Ces 4 possessions, forcément, ils les marquent. Hein. Tu donnes 28 points. 28 points à une équipe d'Indiana qui n'en a pas eu besoin. Et peut-être qu'ils auraient marqué à d'autres moments, etc. On n'en sait rien. Mais si tu enlèves 28 points à Indiana sur 4 jeux qui sont pas dignes d'une équipe de demi-finale qui est en demi-finale de playoff, tu enlèves 28 points. Le score final, c'est 28-22 pour Indiana. Et c'est un match qui fait un peu plus de sens. Une défaite d'Oregon, mais qui n'est pas non plus extrême. Là, c'est que Indiana a totalement dominé au niveau du score, mais au niveau des yards, notamment des yards globaux d'équipe. Hein. Oregon, c'est 378 yards, Indiana 362. Donc, on est assez similaire en termes de yards. Oregon, 20 first down, Indiana, 18 first down. 5 pénalités des deux côtés. Oregon est à 8 sur 13 en 3e tentative. Indiana, 11 sur 14, c'est normal, c'est une super équipe. Et le temps de possession, pareil, 28 minutes, 31 minutes. Tu te dis, si tu regardes que les stats, sauf le score, c'est un match qui est plutôt équilibré. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit c'est vrai, mais tu as 3 turnovers à 0. Et tu as 3 turnovers à 0. Et c'est ça le problème, c'est que tu as 3 turnovers à 0. Donc un pick six, 2 fumbles et le punt qui est un punt bloqué, qui n'est pas considéré comme un turnover, mais c'est un peu un turnover. Donc tu as 4 turnovers dans la red zone, dans ta propre red zone, qui te donne 28 points de retard. 28-22, moi, c'est une défaite qui m'aurait moins fait mal, puisque je m'attendais à perdre contre Indiana. Et là, ça me fait mal plutôt parce qu'Oregon est humilié et que ça veut dire beaucoup de choses pour l'équipe. Ça veut potentiellement dire peut-être une perte de confiance au niveau du coaching staff. Moi, je ne suis pas du tout dans ça, mais il y a certains fans et peut-être certains joueurs qui se disent ça fait 2 fois que Dan Lanning, en fait, il nous amène en playoff et on se fait rouster en antenne nationale. Est-ce que moi, j'ai envie de continuer à jouer pour un programme qui se fait balayer dès qu'on est à la télé en prime time ? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu as également des joueurs qui se disent que leur fenêtre, elle est passée et qui vont transférer. Notamment, on avait déjà parlé avec Maxence lors d'un dernier enregistrement. Oregon, sur le portail des transferts, avant le match contre Indiana, ils avaient perdu 4 running backs. Ils avaient perdu aussi. 4 DB, pareil, qui avaient annoncé qu'ils transféraient. Ça a joué aussi sur le match parce que forcément, votre endgame était pas pareil. Vous aviez beaucoup moins d'options pour faire tourner. Et peut-être qu'aussi cette espèce le portail au-dessus de vos têtes a un peu joué dans les têtes d'Oregon, peut-être sur le début de match, avec en plus les turnovers. Ouais. Robin, c'est le running back, c'est le freshman là qui fait l'erreur de placement là sur le fumble de Dante Moore. C'est ça. Ouais. C'est typiquement, tu te dis avec un running back avec un peu plus d'expérience, est-ce qu'il y a cette erreur là? C'est une question de centimètres, mais c'est la différence qui est entre une équipe qui va jouer le titre et une équipe qui s'arrête en demi-finale.
Et tu l'avais très justement dit, hein, t'en avais discuté sur la conversation du podcast plusieurs fois dans la semaine en disant ça commence à puer la merde, on a 2 running backs de dispo, et finalement ça s'est vu, et c'est la différence entre une équipe Ça avait d'Indiana commencé à qui... faire des reps de running back avec un tight end, je crois, Non, ou c'était un un linebacker aussi, non? c'était un un linebacker et linebacker. un Ah, c'est ça. safety qui jouaient running back numéro 3 et 4. Mais faut quand même rendre à César ce qui est à César. Jay Harris, qui avait annoncé son départ sur le portail de transfert, avait déjà prévu de ne pas jouer, et quand il y a eu l'annonce de la blessure de Jordan Davison, a dit qu'il allait quand même jouer, rester avec Oregon pour le match, et même toujours rentrer sur le portail des transferts. Là, d'ailleurs, il a transféré à Kansas State, mais il a joué le match, et il a joué la plupart des portées d'ailleurs, hein. C'est Dear Hill Junior, le true freshman running back, qui a le plus de yards à la course, notamment parce qu'il a une course de 67 yards. Mais derrière, sinon, le workhorse, ça a été Jay Harris, alors qu'il était au départ le 4e, voire 5e running back sur le rooster. Il a bien pris les rênes, puisque Noah Whittington avait la grippe, donc il n'a pas pu jouer. Il a joué 1 ou 2 jeux, mais il n'a pas pu jouer. Donc il y avait en fait que D.R. Hill, le true freshman, et Jay Harris. Donc franchement, ça a été un match assez compliqué. Moi, j'ai cru même qu'ils allaient bencher Dante Moore, mais en même temps, on n'avait pas de quarterback remplaçant, donc bon, voilà. Au niveau du match, et je leur dis, si tu enlèves, et en fait, on devrait faire un clip où en fait on sort le score du match et on sort ces 4 jeux, et tu te dis à la fin, ok, qu'est-ce que tu considères que c'est comme score? Indiana certes remporte le match, mais il remporte pas, il souille pas Oregon 56-22. Moi, ça m'amène à 2 choses. C'est une équipe d'Oregon qui est très très jeune face à une équipe d'Indiana qui est très expérimentée. Et on l'a vu, Dante Moore a un peu, voilà, il s'est fait caca dessus. Il y a beaucoup de joueurs d'Oregon qui ont également été sous-utilisés, ou alors qui n'ont pas fait forcément les bonnes choses. Notamment, on pense à Kenyon Sadiq qui a 1 ou 2 catchs seulement dans le match, qui est presque pas targeté, alors que c'est le meilleur tight end pour la draft à venir. Il a officiellement déclaré, alors qu'il aurait potentiellement pu revenir. Voilà, tu te dis peut-être que le play calling n'a pas été bon. Il a peut-être pas fait confiance à des joueurs, peut-être que Dante Moore n'a pas distribué aux bons joueurs, etc. Mais je pense que tu as eu un vrai problème d'expérience pour ne pas totalement perdre les pédales. Et après un pick six, tu reviens bien, tu es à 7-7, tu prends 14-7 parce que forcément tu as une possession de retard après. Et là, tu as un fumble, puis tu as un autre fumble, puis tu as un sac, puis tu as ça qui se blesse, puis tu as ça. Et c'est un peu la loi de Murphy de tout va mal se passer. Je pense que si tu avais derrière des joueurs d'expérience qui auraient dit bon les gars, on arrête de jouer avec nos couilles et on s'en va aller être un peu plus on se présente, quoi, on vient jouer. Peut-être que ça se serait pas passé comme ça, peut-être qu'un temps mort en plein milieu du premier quart-temps en disant ok les gars, on souffle, on se calme, on y va, et ça va, parce que la défense a pas mal joué. C'est l'attaque qui s'est tiré des chargeurs entiers dans le pied. Moi je suis déçu du score final, enfin de la performance. Oregon a vraiment pas été beau, même pour des recrues. Tu vois, est-ce que tu es une recrue lycéenne, et est-ce que tu vois Oregon se faire rooster comme ça et tu te dis j'ai envie d'aller là-bas? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que je suis plutôt déçu de la manière, mais le résultat, je l'attendais. Ouais, de toute façon, tu avais pronostiqué la victoire d'Indiana, hein, si mes souvenirs sont bons, dans le podcast prévu des demi-finales. Je vous propose de passer quand même un peu à Indiana, parce qu'on a beaucoup parlé des Ducks, mais on va quand même parler des vainqueurs de ce match-là. Ouais. Encore une fois, une impression de puissance quand même qui était assez extraordinaire. Texas Tech a marqué 0 points à cette défense d'Oregon. Indiana a claqué 56. Alors, dans des circonstances particulières, Robin nous l'a expliqué, mais quand même, quoi. Quelle C'est équipe. aussi, Et puis, c'est aussi un travail d'ensemble. C'est la défense qui permet à l'attaque d'en marquer 56 en les mettant dans des positions faciles de marquer. Mais ouais, quelle impression de domination, voilà. Mais comme a dit Robin aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas le nier, c'est une équipe qui est extrêmement expérimentée, avec énormément de joueurs qui, c'est 23 ans la moyenne d'âge. Ouais, si tu veux, ça. je te fais la liste des joueurs en attaque notamment.
Oui, mais après, Fernando Mendoza, vas-y. 4 ans, 4 ans d'expérience en tant que joueur. MB, le running back, 5 ans. Black, 6 ans. Nowakowski, 6 ans. Sarat, 4 ans. Baker, 2 ans. Cooper, 4 ans. Evans, 4 ans. Smith, 4 ans. Lynch, 4 ans. Makalski, 5 ans. Coogan, le centre, 5 ans. Benson, 6 ans. C'est-à-dire que ton offense, à part un joueur qui est Charlie Baker, qui a 2 ans d'expérience, le reste, c'est des mecs qui ont plus de 20 ans. Enfin, déjà, au-delà de beaucoup plus de 20 ans, mais ils ont 5 ans, 6 ans d'expérience dans des programmes où ils ont gagné à JMU, ils ont gagné à Indiana, ils ont connu des défaites. Mais C'est pas moi, des 5 étoiles, hein, les mecs. non, C'est non, des c'est mecs ça, qui sont c'est ça que j'allais te top du répondre. football. Parce qu'Elijah Sarat, aucune étoile au moment Oui. de sortir du lycée. Mendoza, 2 étoiles quand il commit à Cal, tu vois. Donc c'est aussi des mecs qui ont de l'expérience, qui sont vous savez, développés. et vous Mais savez où non, Mendoza était commit avant d'aller à Cal? non, Ouais, c'était où? Oklahoma State. Pas du tout, à Yale, en Ivy League. Ah Ah, ouais. il a la Eh tête ouais, d'un mec, il a la tête d'un mec eh de ouais. Yale, ce gars. Bah, de toute façon, Donc, moi j'adore quand il parle, c'est ah ouais, il il me est fait trop rêver. heureux d'être là, hein, vraiment. Mais effectivement, après, c'est un groupe, comme tu dis, il a un vécu collectif qui date pour certains de l'époque JMU. Ils ont de l'expérience. Physiquement, bah, quand tu es des mecs de 23-24 ans, bah, t'envoies pas la même puissance que des sophomores de 19 ans. Donc oui, c'est un avantage. Après, je trouve que les gens en font aussi beaucoup parce que c'est des gars qui étaient disponibles pour tout le monde sur le portail des transferts, que personne ne voulait à la sortie du lycée et que Kurt Signetti a formé et a façonné. Donc les gens disent, en fait, je trouve que les gens, c'est pas sur toi que je dis, hein, Robin, mais je trouve que les gens qui disent ah Indiana est en finale juste parce qu'en fait ils ont que des vieux. Bah, je trouve que c'est vachement réducteur de tout le travail qui a été fait par Kurt Signetti et son staff Et Non, depuis puis, c'est factuel. plusieurs années. c'est pas les C'est seuls, hein. factuel, tu vois. Et puis, encore une fois, c'est pas les seuls. Depuis les années Covid, on a quand même depuis les années Covid et le fait que bah, tu gagnes quand même correctement ta vie maintenant en étant joueur de college football, on a des effectifs qui sont plus vieux qu'avant. Alors, effectivement, Indiana, c'est vachement le cas, mais je pense que si on fait une moyenne d'âge de toutes les équipes, alors je vais mettre d'Oregon de côté, qui est quand même vraiment très, très jeune, mais Texas Tech, c'est aussi des gens qui ont beaucoup d'expérience derrière eux. Même Miami, Miami, il y a hein. aussi. Miami, il Tout y a à beaucoup fait. de joueurs. Donc voilà, donc c'est effectivement un paramètre, mais c'est pas les seuls à faire ça non plus, et que c'est une trend, il va falloir on va dire, c'est fait pour rester. Et de la On même a vu, manière, c'est quand même avant cette époque de NIL et de portail transfert, c'était quand même souvent des équipes avec beaucoup de seniors qui revenaient ou autres, qui remportaient les titres. Ça a toujours été ça quand même dans le college de football. toute façon, moi C'est rare que j'ai des toujours équipes. dit, soit tu étais une équipe qui était ultra talentueuse avec vraiment des joueurs top niveau à leur position, comme c'était le cas en SEC, par exemple à Georgia ou Alabama, des trucs comme ça, soit des équipes hyper besogneuses avec énormément d'expérience et plus âgées pour remporter. C'était un peu. Maintenant, il y a un cocktail des deux. Tu dois avoir besoin quand même de joueurs qui sont, je pense, on va dire stars, entre guillemets. Mais tu as besoin d'avoir une énorme d'expérience, notamment, je pense, sur les postes type bah, dans les tranchées, quoi, comme d'habitude, quoi, j'ai envie de dire. Ah oui, oui. Ouais, mais en plus, là, c'est tombé il y a quelques jours. Il y a un changement qui va être hyper important pour l'éligibilité des gars. C'est que maintenant, tu vas pouvoir jouer jusqu'à 9 matchs dans Alors la c'est pas saison. encore Enfin, autorisé. C'est les entraîneurs qui ont voté pour que ça passe. ah oui, Maintenant, pardon, excuse-moi, il faut que la je NCA m'emballe un peu. maintenant l'entérine. Il faut que la NCA l'entérine. Mais si ça passe, ça veut dire que tu peux jouer jusqu'à 9 matchs dans une saison sans perdre ton année de C'est truc. comme jouer Enfin, 5 en fait, saisons. tout le monde Sachant va que jouer 5 ans, tu quoi. fais pas, Tout le monde va jouer 5 tu ans. fais pas les playoffs, tes 2 matchs contre une FCS, bah tu les joues pas et tu as tes 11 matchs de saison régulière. C'est clair. Tu sais, la Donc, SEC, les tu playoffs comptent joues. pas en plus. Les playoffs comptent pas dans les redshirts. Non, plus maintenant. Je Oui. crois pas que les matchs de post-season Oui, donc comptent c'est dans bon. l'éligibilité. Tu cites tes mecs 3 matchs insignifiants que tu peux gagner sans eux dans l'année, et puis en fait les mecs vont jouer 5 en plein, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, il y a tu sais, pour revenir au sujet d'Indiana, qui est factuellement une équipe âgée, c'est pas une excuse, c'est une démonstration de ça prend quoi pour gagner? Ça prend un entraîneur qui est super bon. Cristobal Tout à fait. est un bon entraîneur contre les grosses équipes. Cristobal fait toujours son brain fart en fin de match contre une petite équipe, mais à Oregon, c'était le cas. Et Cristobal, il gagnait des matchs contre Ohio State alors qu'on était totalement pas du tout. Enfin, le match qu'Oregon gagnait à Ohio State
en 2021. Ils sont pas du tout favoris, pourtant ils le gagnent. Ils gagnent des gros matchs contre des grosses équipes. Et après, c'est juste, après, tu vas perdre contre Stanford parce que tu sais pas gérer une fin de match, tu vois. Tu gagnes de 30 points contre Stanford et tu perds en overtime. Ou tu gagnes contre Georgia Tech et tu prends pas un genou et ton joueur il fait un fumble, tu vois. Des trucs comme ça. Donc Cristobal, c'est le spécialiste des matchs, des matchs brain fart contre les petites équipes, mais contre les grosses équipes, c'est un très très bon entraîneur. Il step up vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'il prend pour aller en finale nationale et gagner? Ça prend un coach qui est vraiment un bon coach. Ça prend une équipe avec des vétérans et également beaucoup de talent, comme on voit avec Miami, avec Tony, ou beaucoup de talent et des vétérans comme Indiana a réussi à construire, des gars qui sont dans le même système depuis 4-5 ans. Et ça prend aussi de la chance sur la santé des joueurs. Aussi, bien sûr. C'est clair. Miami, Indiana, ils ont quelques blessés, mais par exemple, moi, ça m'avait marqué l'injury report entre Oregon et Indiana. Oui. Celle d'Oregon, elle faisait 2 pages. Celle d'Indiana, elle 4 lignes. Et ça, de toute façon, c'est dans le sport de haut niveau. Les équipes qui arrivent à éviter les blessures, voilà. Et je pense que tu arrives à éviter les blessures parce que tu as un corps qui est plus âgé. Également. Et c'est pas, en fait, c'est pas un knock sur Indiana parce que Indiana c'est la meilleure équipe de la saison. C'est que Indiana a tous les ingrédients pour être une bonne équipe. Miami a tous les ingrédients pour être une bonne équipe. Ils ont des défenses fabuleuses, des attaques qui font le travail, des playmakers, de l'expérience, des très bons coachs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Indiana, moi j'ai tout le respect du monde pour Indiana, ce que Kurt Cinetti a fait, être la première équipe de l'histoire des playoffs à 12 à gagner alors que tu as eu un bye week et que tu n'as pas joué depuis 25 jours. Tu joues contre Alabama, tu les dérouilles. Tu vas jouer Oregon, tu les dérouilles. Tu vas aller jouer Miami. À Miami, ça va pas être facile. Par contre, je pense qu'il n'y a pas, on va peut-être faire la preview juste après, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où, en fait, Indiana, personne ne peut détester Indiana parce que ils sont passés d'il y a 3 ans à être le fin fond de la Big Ten, le paillasson. Il y en a qui les détestent. Hein. Moi, je vois pas comment tu peux détester cette équipe parce qu'ils sont passés de 30 mecs qui regardent leur match dans les stades avec des stades vides à maintenant. Il y a déjà des gens qui nous disent qu'on en fait trop avec cette équipe. Mais bon, tu sais que c'est toujours pareil. C'est au début, les gens aiment bien, et puis juste pour faire les. Ah oui, on déteste les vainqueurs. Et puis moi, j'ai provoqué un peu Twitter parce que lors du match contre Alabama, j'ai tweeté quelle est la meilleure équipe de l'histoire entre les meilleures équipes entre les LSU et Indiana. C'était une question un peu troll sur le moment. Mais finalement, s'ils sont champions nationaux, pour moi, c'est une équipe plus complète. Peut-être moins forte, parce qu'il y a peut-être moins de talent, mais plus complète, notamment défensivement. C'est complète aussi, LSU. Ouais. Et la question, en vrai, maintenant, le débat, tu vois, tu m'aurais dit ça il y a un mois, j'aurais dit, Baptiste, arrête, c'est bon, stop, arrête de rage bait les gens. Mais maintenant, je suis d'accord avec toi que, en fait, on peut ouvrir la discussion et il n'y a pas vraiment de. Et voilà, et il y a des arguments en faveur d'Indiana, et c'est ça qui est assez fou. Après, on va leur porter l'œil parce que le match n'est pas encore terminé, mais finir une saison en 16-0, ce n'est plus arrivé. Est-ce que vous savez, depuis plus de 130 ans? C'était Yale. C'était Yale en 1894, je crois, un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de niveau de la dinguerie qu'on est en train de vivre. Alors, il y a des pisserois qui vont dire oui, mais le calendrier, nanani, nanana, enfin, très bien, mais il faut quand même se taper un 16-0. Alors, effectivement, avant, on pouvait pas faire des saisons à 16 victoires, j'entends aussi. C'était une autre époque. C'était une autre époque, j'entends l'argument aussi. Gagner 15 matchs de suite, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait à l'époque des playoffs à 4. De toute façon, avant les playoffs à 4, tu ne pouvais pas le faire. Parce que tu avais 15 matchs. Oui, avant, tu ne pouvais pas. Tu pouvais pas. Donc après, il faudrait que je fasse des stats pour ça. Enfin, il faudrait que je regarde à partir de quand c'était plus possible de le faire. Mais toujours est-il que gagner 16 matchs dans l'univers du college football, c'est quand même très très compliqué. Donc voilà. Donc là, on va transitionner vers la preview de la finale. Indiana est quand même donné assez largement favori, 8 points et 1000 spread, quand même relativement important. On a vu quand même, ils ont quand même roulé sur la post-season, ils ont roulé sur l'Alabama, ils ont roulé sur Oregon. Est-ce que vous voyez Miami les embêter ou vous pensez qu'il y a quand même, au vu de ce qu'ils ont montré, Indiana va faire le taf, quoi, tout simplement? Miami va les embêter.
Je pense que Miami peut les embêter. Le pass rush de Miami face à la O-line d'Indiana, voilà pour moi la clé du match. Est-ce que la O-line d'Indiana va permettre à Mendoza d'être dans un fauteuil et de dérouler avec ses cibles, parce qu'il a une très grosse connexion avec ses receveurs, que ce soit Sarrate, Baker. On a un peu moins vu Cooper Jr. sur ce match-là, mais contre Bama, il a été plus utilisé. Est-ce que cette O-line d'Indiana peut vraiment défaire des jouets à Kim Messidor, Ruben Bain, qui ont dominé quand même sur ces playoffs, parce qu'ils sont quand même à 12 sacs à eux deux sur les 3 matchs de playoffs, ce qui est quand même un très gros total, en ayant en plus pas fait un seul sac sur le match contre Ole Miss. Sur le Donc match précédent, ouais, ça veut dire qu'au final, c'est 12 sacs en 2 matchs. Donc est-ce que tu arrives à réitérer un peu la performance de la O-line d'Ole Miss? Et puis après, c'est une équipe d'Indiana qui s'est nourrie 2 fois de suite sur des erreurs adverses. Miami est une équipe qui n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Donc là encore, ça va être la question de est-ce que cette équipe de Miami va continuer son plan de jeu sans trop d'erreurs, jeu très court, contrôler la cloque, ou est-ce qu'Indiana va réussir à provoquer des turnovers? Ne serait-ce qu'un turnover, qui pourrait, un ou deux turnovers qui pourraient les faire passer devant. Donc pour moi, c'est ça, c'est le duel dans les tranchées entre la D-line de Miami et la O-line d'Indiana, et qui va se nourrir des erreurs de l'autre. Moi, j'y crois pas. Déjà, ça me ferait vraiment chier que Miami Ah, remporte quand le même. titre. Quand même, Rob. Putain, 40, quasiment 1 heure qu'on enregistre et t'as pas encore chié sur Cristobal potentiellement En fait, national. Ça me Non, semble il bizarre. va pas chier contre Cristobal. Si, je vais chier sur Ah, Cristobal. d'accord. En fait, moi, ça me ferait chier parce que il est parti d'Oregon, certes pour coacher dans son alma mater, mais la façon dont il est parti, je le rappelle, prendre le jet privé en disant que sa mère elle est malade pour aller signer son contrat et aller recruter des joueurs au nom de Miami, alors qu'il était encore payé par Oregon avec tout le financement pour ça. Donc cette façon-là, ça me dégoûte déjà la façon dont il l'a faite. Également le fait que Miami pourrait remporter un titre national sans avoir remporté sa conférence depuis que Cristobal est là, parce que Cristobal n'a toujours pas remporté l'ACC depuis les 4 ans où il est là, mais il pourrait remporter un titre. Ce serait fou. Mais même Miami n'a toujours pas remporté la SEC depuis Ouais. depuis En son fait, arrivée. voilà, ça me terrifie exactement de savoir ça. En termes de mérite, tu préférais qu'Indiana clôture ça et Oui. l'emporte. Ah ouais, non, mais 100%, parce que je pense que Miami n'avait même pas sa place dans ces playoffs. Et je pense qu'ils y ont été parce qu'il fallait une équipe de ACC sans que ça soit Duke qui était à 7-5. Toute l'année, ils ont été devant Notre-Dame. Enfin, Notre-Dame avait été devant, peu importe les raisons. Voilà, on en pense ce qu'on veut, mais je pense qu'ils auraient dû être cohérents et mettre Notre-Dame avant. Donc pour moi, ils ne devraient même pas mériter d'aller en playoff. Et surtout quand tu as perdu contre des équipes comme contre lesquelles ils ont perdu. Enfin bref, et tu te retrouves avec Indiana qui ne serait pas récompensé pour la saison incroyable qu'ils ont faite. J'aurais du mal à avaler ça, et je pense que ce serait un peu la goutte d'eau pour moi si Cristobal venait à remporter un titre avant Dan Lanning notamment. Ça me ferait bien chier, surtout en termes de coaching. Puis ça me ferait bien chier parce que Curt Cignetti est un coach incroyable. Je pense ce qu'il fait à Indiana est d'un niveau stratosphérique, et ça serait bien de le récompenser. Si on parle d'un peu plus terrain et pas forcément mérite, la défense de Miami est quand même vraiment bonne. Par contre, l'attaque de Indiana, elle est très propre. On parle souvent du pass rush de Miami avec Bain et Messidor. Il ne faut pas oublier que derrière, la ligne offensive de Indiana a des très grandes qualités. Ils ont des joueurs avec beaucoup d'expérience, donc ça fait pas... c'est pas non plus David contre Goliath, et surtout tu peux installer ton jeu de course qui est quand même plutôt bon. Et en fait, c'est Mendoza, pour trouver ses receveurs, notamment tu penses à Sarrate, tu penses à Cooper, Baker, Nova, tu penses à tout le monde, mais en fait eux, les back shoulders, en fait Mendoza il peut faire
un backpedal, il fait son. Attends, j'ai oublié. Enfin bref, il recule. Il a plus de jeu son de drop back, cordes. ouais. Ouais, il a plus En fait, il fait son drop back, il fait 3 pas avec son drop back. Son drop back, il envoie une back shoulder pour Surratt. Bah voilà, c'est catché, c'est first down. Et là, tu l'as vu contre Oregon, dès que c'était un peu difficile, prends back shoulder sur Surratt. Back shoulder, back shoulder, back shoulder. Et il a fait ça au match aller, il a fait ça en saison régulière, il a fait ça en playoff aussi. C'est dès qu'il y a un moment où il y a un peu de pression, back shoulder. Et Miami, c'est indéfendable cette back shoulder. Là, Oregon, ils ont mis leur meilleur DB, certes, ils ont 18 ans ces mecs-là, mais c'est imprenable. Et Miami, je pense pas qu'ils vont réussir à défendre cette back shoulder. Il y aura des fautes. Et Miami, c'est une équipe qui est extrêmement pénalisée et qui, quand tu commences à être pénalisé, puis tu es pénalisé, puis tu es pénalisé, puis tu es pénalisé, tu vas finir vite par tomber sur 10, 15 pénalités pour 150 yards et que ça va être compliqué pour toi d'y aller. L'avantage, c'est qu'ils jouent à domicile, donc peut-être que les arbitres arbitreront différemment. Ouais, je sais pas trop si les arbitres arbitreront différemment. Après, en termes de préparation de match, par contre, voilà, Miami est chez eux, ils connaissent le stade, les vestiaires, etc. Et ça sera la première fois Il y a quand même qu'Indiana un paramètre, il y a un paramètre en ligne de compte. Ça va leur faire bizarre que le stade soit plein quand même. Et Oui, d'ailleurs, puis c'est même pas dit qu'il y ait plus de fans de Miami que d'Indiana, parce que les gars de l'Indiana, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de se déplacer. Mais alors, ils se déplacent et surtout de ce qu'on avait vu, la statistique est folle. Ils ont presque 800 000 étudiants, anciens étudiants, qui sont à travers le territoire. Donc c'est assez énorme. Ils ont une base d'alumni qui est conséquente. Oui, c'est un public. Et qui ont de l'argent. Ouais, puis demander aux fans de college basketball, c'est un gros public, qui est fan de sport universitaire, qui donne de la voix. Là où Miami, ça a jamais trop été. Donc même s'ils sont à Miami, il y a moyen que le stade soit rouge. Là, ça vend des places pour 9000 balles, parce que les mecs de Miami, ils ont. J'ai vu la place des places de parking, le prix des places des parkings. Qui sont à $800 là. Un autre point de jeu aussi, c'est que je trouve que l'attaque de Miami est peut-être se repose un peu trop sur 2 hommes, Fletcher et Toney. Là où Indiana, on a déjà un duo de running back, MB et Black. On a un peu plus près de la balle au milieu entre les receveurs, Sarrad, Baker, Cooper. Ça peut aussi jouer si la défense d'Indiana arrive à shutdown Fletcher et Toney. Est-ce que Carson Beck va se prêter plus facilement la balle sur ses autres receveurs? Ça peut aussi être un point à prendre en compte. Et qui sera intéressant à noter. Je trouve que l'attaque d'Indiana a plus d'options, peut-être plus de façons de gagner que Miami a vraiment gagné en appliquant le même plan de jeu qui marche depuis plusieurs matchs. Je cours, Fletcher qui court, Malakai Tony en screen. Donc peut-être est-ce que ce plan de jeu va encore fonctionner face à Indiana? Ouais. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que cette équipe de Miami a peut-être moins d'armes au niveau offensif. Enfin, j'ai l'impression que Indiana, c'est un peu une version de Miami améliorée d'une certaine façon, vous voyez. Comme si ils avaient des meilleurs receveurs. Alors, il n'y a peut-être pas de receveur du niveau de Malakai Tony, mais en tout cas une densité au poste de receveur plus important. Une défense qui est, je pense, un petit peu meilleure aussi. Donc voilà, moi j'aurais quand même du mal, il va être l'heure du prono les gars, et je vais avoir du mal quand même à ne pas voir Indiana vainqueur quand même. Ouais. J'ai quand même si je me retourne le cerveau de tous les sens, même si Carson Beck a énormément d'expérience, en face, on est face à un quarterback qui commence aussi à avoir pas mal d'expérience aussi. Et puis cette équipe de Indiana, elle monte un peu en puissance quand même. Moi j'avais peur qu'elle s'essouffle au fil de la saison, et c'est presque tout le contraire en fait. J'ai l'impression que cette finale de la Big Ten remportée contre Ohio State, ça a débloqué quelque chose dans leur tête en disant en fait, on est les meilleurs quoi. Et puis maintenant ils sont dans le rythme, ils ont joué un match de moins que Miami. Donc ils sont non, pas forcément, pas un match de moins parce que Miami n'a pas joué les finales de conférence. Mais en termes de fraîcheur aussi, peut-être que le fait d'avoir eu ce mois de préparation maintenant va se ressentir sur là où eux c'est que leur 3e match de suite, Miami c'est le 4e de suite. Peut-être que maintenant le fait d'avoir eu la bye est un avantage en termes de fraîcheur, blessures, etc.
Donc je sais pas. Moi je vais donner Indiana. Le spread est à 8,5. C'est qui ça le meilleur m'étonnerait QB pas du que match? c'est- D'accord que c'est Mendoza, Oui, de largement. loin. Est-ce que le meilleur QB, c'est Sid de l'As de Glace ou le Iceman? Non, c'est bon. Ouais, mais Carson Carson Beck Beck sur fait quand ses même des bons, playoffs, fait il des est bons pas. playoffs. Voilà. Hein. Ouais. Le- Alors donc il nous doit une performance toute pourrie. Il nous doit Donc peut-être qu'il doit une performance toute pourrie. Donc voilà, on connaît l'expérience Carson Beck. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Après, Donc, au-delà des QB, je trouve l'équipe un peu plus. Ouais, il y a plus d'options. Encore une fois, je reviens là-dessus. Indiana me donne l'impression d'avoir plus d'options que Miami. Et c'est toujours une bonne nouvelle en attaque quand tu as plus de 2 joueurs capables de faire avancer le ballon. Donc ouais, c'est pour ça que je te rejoins. Je pense qu'Indiana va gagner. La dynamique est forte, la dynamique est puissante. Miami est pas passé loin, mine de rien, de se faire éliminer par Ole Miss, même s'ils ont fait ce drive très très bien géré. Voilà, et ils ont peut-être laissé plus de plumes. Là où Indiana, ça fait quand même 2 matchs qu'ils jouent tu vois, ils ont pu reposer un peu leur mec en fin de match. Contre Bama, ils ont fait rentrer le petit frère. Enfin, donc peut-être aussi cet aspect de la fraîcheur va jouer pour Indiana et c'est pour ça que je te rejoins. Indiana et le spread de 8,5, je trouve, est pas trop mal. ok. Robin, ton prono du coup aussi. Moi, je vais mettre Indiana par plus 14, enfin plus de 2 possessions, peut-être entre 10 et 14, quoi. Je pense que Indiana est vraiment trop bien coaché. Ils sont sur une superbe dynamique. Miami, à chaque fois, ils s'en sortent un peu ras le cordeau. Donc, c'est la main des bonnes équipes de gagner des matchs compliqués. Mais quand tu arrives contre Indiana qui a réussi à aller un peu rouster tout le monde, est-ce que tu te présentes pas non plus en ayant aussi un peu la peur sur toi, sachant que tu as regardé Alabama, tu as regardé Oregon, des programmes qui sont quand même montants sur les dernières années, alors que Miami sur les dernières années, bon, ils sont pas foufou. Est-ce que tu te retrouves pas à te questionner moi-même et le seule chose qui pourrait y avoir du côté d'Indiana qui ferait qu'il ne gagne pas, c'est un excès de confiance. Et je pense qu'avec Kirsten Netty, il ne devrait pas avoir d'excès de confiance puisque ça a l'air d'être un coach qui, même quand il gagne de 40 points d'écart, il n'est pas content. Donc ça, c'est la marque des plus grands. Tu vois avec Nick Saban qui prenait des temps morts pour engueuler ses joueurs en finale alors qu'il gagnait de 30 points. Bah, là, c'est un peu pareil pour Kirsten Netty et ça prouve tout le coaching qu'il a fait derrière et pourquoi ces mecs-là, ils sont en année 5, année 6, année 7, qu'ils ont une expérience faramineuse. Je pense que ça va jouer dans une finale comme celle-là. Et je vais prédire Indiana, mais dans un match plus serré que les autres derniers matchs. D'ailleurs, je parlais un peu de blessures, etc. Kurt Signetti qui a dit il y a 2 jours que tous ses joueurs sont dispo, qu'il a vraiment aucun blessé ou autre, que tout le monde s'entraîne, à part bien sûr Stephen Daly. Mais sinon, en fait, tous les joueurs qui peuvent être disponibles pour cette finale le sont. Du côté de Miami, la seule vraie question, c'est sur le tight end Elijah Lofton. Là, j'ai l'article sous les yeux un peu. Et également Damari, les deux defensive backs, OG Frédéric et Damari Brown, qui devraient jouer, mais sont en day-to-day, notamment Brown. Et Hakim Messidor, qui s'est un peu blessé au bras, mais qui devrait jouer d'après ce que j'ai dans les dernières news en termes de disponibilité. Mais c'est sûr que ça revient sur le Indiana qui touche du bois en termes de blessures depuis le début de saison. Parce que eux, à part Daly, et puis en fait, tu la vois même pas l'absence de Daly en plus. Et est-ce que D'Angelo Pons va nous mettre un petit pick six là, sur la tronche de Carson Beck? Tu sais qu'en plus, c'est vraiment sur le pick six, c'est un malade mental parce qu'au lieu d'aller sur l'extérieur du terrain, il rentre dans les mecs. Hein. Vraiment, il a marqué le coup d'entrée. Hein. Là, on verra. C'est vrai. Ok. Et ben, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. On est tous les 3 sur Indiana, c'est logique. On est tous les 3 sur Indiana, ouais. Donc on se revoit mardi pour l'épisode débrief avec une victoire de Miami, bien évidemment. Aïe.
Et voilà, mais Faudrait demander en au tout reste cas, au reste du podcast, mais je crois qu'on est, Mm. on va plus ou moins tous être sur Indiana. Hein, pas trop. Je pense aussi, mais en tout cas, préparez voilà, comment dire, vos arguments les plus affûtés, parce que si Indiana finit en 16-0, c'est pour moi une des équipes all-time, je le dis avant. Voilà. Donc, bon. Bref, LSU 2019 contre Indiana 2025. je pense LSU que cover LSU le gagne. spread ou cover le spread ou pas? Non, mais encore une fois, je ne remets pas en cause. Je pense que LSU est une meilleure équipe parce que je pense qu'il y avait plus de talent concentré dans les équipes à ce moment-là. Mais ce qu'a fait Indiana cette année, c'est du domaine de. Ouais, parce que LSU, Irrationnel. attends, il mettait 600 yards par match. Ouais, mais ils C'était en fabuleux. prenaient beaucoup aussi. Ils en prenaient beaucoup aussi. Voilà, Oui, c'est d'ailleurs, comme ça. petite statistique, Indiana est l'équipe avec le différentiel de points le plus élevé à arriver en finale nationale depuis Clemson en 2019. Ah Voilà. ouais, ok, marrant. Espérons que ce ne soit pas le même destin. Bon, après, c'est pas la même équipe Oui, en tout face, à parce fait. que Clemson a été tombé Elle justement est contre ce perdue. LSU. Parce qu'on l'oublie, hein, mais le Clemson 2019, c'était une belle Ouais, équipe. c'était costaud. Hein. C'était très, très costaud, effectivement. Il y Bon, en avait tout des cas, belles équipes merci en Maxence, 2019. merci Robin pour votre présence. On a fait un bon gros débrief bien sale. On s'est un peu, voilà, on a discuté un peu de tout et de rien. C'était cool. On se revoit, nous, en début de semaine pour le débrief de tout ça. En attendant, on vous fait des bisous. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao à tous.